je suis très honoré et je suis aussi très curieux d'entendre ce que les membres de ce parti peuvent avoir à dire. Alors, simplement, je ne suis pas sûr, Hervé Mariton, d'être tout à fait capable de vous donner de nouvelles raisons d'être optimiste. Ce n'est pas d'ailleurs mon rôle, et je suis d'ailleurs, je suis souvent accusé de nostalgie. Il est d'ailleurs étrange de penser que la nostalgie puisse être aujourd'hui un objet d'accusation. Qu'il faille répondre de sa nostalgie, ce qui prouve que le présent est vraiment très écrasant. Mais je vais tâcher d'offrir un diagnostic aussi lucide que possible dans cette introduction. Vous êtes des responsables ou des militants politiques de l'opposition. À ce titre, vous souhaitez bien sûr reconquérir le pouvoir, non pas pour le pouvoir, mais pour changer les choses. Comme vos adversaires, vous vous placez sous la bannière du changement, même si, bien sûr, vous donnez à ce terme un contenu tout à fait différent. Pour ma part, aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un autre type de changement. Un changement qui nous est tombé dessus sans que personne, ni à droite ni à gauche, ne le projette, ne l'anticipe, ne le veuille, ne le fasse exister. Et par exemple, le changement qui est survenu dans la situation d'enseignement. En quelques années ou en quelques décennies. Jusque dans les années 80 du XXe siècle, enseigner, c'était, avec les méthodes éprouvées ou les nouvelles recettes de la pédagogie, transmettre son savoir. Ce qu'on demandait, la qualité exigée d'un maître, c'était la connaissance de la matière qu'il était chargé de faire apprendre. Et peut-être, par surcroît, une certaine aptitude pédagogique. Aujourd'hui, enseigner, c'est d'abord tenir sa classe. Un professeur, il y a l'année dernière, à la rentrée, professeur de lycée professionnel, je crois, avait été agressé par un élève après un cours où il avait fait une comparaison entre la Constitution française et la Constitution marocaine, plutôt défavorable à la Constitution marocaine. Et c'était très visiblement, plutôt lui-même, un professeur, disons qu'on pourrait classer à gauche. Et bien ce professeur, après cette agression, a été interrogé sur toutes les chaînes de télévision et très naturellement, il a défini son métier comme un sport de combat. Or, cette phrase était inconcevable pour un professeur dans les années 70, dans les années 80, qui l'enseigne au lycée technique ou dans un lycée technique de banlieue ou dans un lycée de centre-ville. On ne pouvait pas s'exprimer ainsi. Voilà un changement considérable. Quand j'ai commencé à enseigner, dans les années 70, une fois que j'ai eu l'agrégation, j'allais au cours, quelquefois de bonne humeur, plein d'entrain, quelquefois plutôt fatigué et râleur, mais jamais la peur au ventre. C'est fini. Jusqu'en 1989, autre changement, la République était laïque, c'était inscrit dans la Constitution, mais personne n'y pensait. La laïcité, c'était un donné, on n'y réfléchissait pas. Depuis 1989, la laïcité est une obsession, une question lancinante.
qui revient sans cesse, car la laïcité, voilà un changement considérable, ne cesse d'être mise au défi. Il y a la question des signes religieux, qui ne nous a pas quittés. En 2004, vous le savez, une loi, après les travaux de la commission Debré et de la commission Stasi, une loi a été votée interdisant les signes religieux ostensibles dans les écoles publiques, mais le problème ne s'est pas arrêté là. On le voit avec la crèche de Papilou, on le voit avec les travaux du Haut Conseil à l'intégration, mis en sommeil il y a peu par le gouvernement, mais dont le dernier rapport se posait la question de savoir s'il ne fallait pas interdire les signes religieux ostensibles à l'université, non pas partout bien sûr, mais dans le cours. Pourquoi? Parce que ces signes religieux sont une manifestation parmi d'autres d'un refus très général qui met en péril la transmission elle-même. En 2004, un rapport avait été demandé à Jean-Pierre Aubin et à un certain nombre d'inspecteurs, et il a été finalement publié sous le titre « L'école face à l'obscurantisme religieux ». Et dans ce rapport, il y a une phrase que je trouve tout à fait significative, qui prouve qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à la question des signes, à la question du vêtement. Tout laisse à penser, écrivaient les auteurs, que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal autorisé et du haram interdit. Les textes étudiés, qu'il s'agisse de la philosophie, du français ou de l'histoire. Face à ce défi, face à ce qui peut apparaître comme une sorte de sécession culturelle, l'attitude des pouvoirs publics oscille depuis quelques années entre l'intransigeance radicale et l'accommodement. L'intransigeance, on réaffirme la force, la légitimité de l'interdiction des signes religieux à l'école. L'accommodement, ce sont les divers rapports qui se sont empilés sur le bureau du Premier ministre depuis février 1913. Il y a eu le scandale des 5 rapports il y a quelques semaines. Scandale parce que dans l'un de ces rapports, il était dit qu'il fallait revenir sur la loi d'interdiction des signes religieux, car c'était une loi discriminatoire, mais quelques mois auparavant, ce qui est encore plus significatif peut-être, un autre rapport était paru, rédigé par un conseiller d'État, Thierry Tuot, et c'était un rapport écrit dans un style lyrique, étonnant pour un fonctionnaire, et dans ce rapport, Thierry Tuot expliquait que on ne pouvait pas parler, s'il y avait crise de l'intégration en France, dont témoignent tous les symptômes que je viens brièvement d'énoncer, cela venait du concept d'intégration lui-même, jugé par l'auteur du rapport trop normatif, jugé trop unilatéral. Aussi invitait-il à changer de paradigme. Nous sommes en février 1913. Et 2013. Oui, je suis très nostalgique. C'est en février 2013. Et l'auteur dit donc qu'il faut remplacer l'intégration par un autre concept, l'inclusion. Une société inclusive. Une France qui doit cesser de se replier
sur la célébration de ces archaïsmes ou de ce qu'il appelle le village d'autrefois. Étrange pour quand même une civilisation qui certes a donné une grande place à la paysannerie, mais une civilisation urbaine. Donc on cesse de se replier sur le village d'autrefois, sur les vieux archaïsmes, pour s'ouvrir. Mais ce que l'inclusion veut dire, c'est que dans cette société, chaque culture doit pouvoir se déployer à égalité, sans que aucune n'ait préséance sur les autres. Donc, l'idée d'un ascendant de la culture d'accueil sur les cultures des nouveaux arrivants est exclue, déconstruite par le concept de société inclusive, et les 5 rapports qui ont suivi se sont inscrits dans ce sillage et ont fait toute une série de propositions. J'en citerai une qui me paraît très importante. La France, est-il dit, ne doit plus se considérer comme un pays monolingue, une sorte de remise en cause de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. La France est un pays plurilingue où le français n'est rien d'autre que la langue dominante. Pourquoi cet abandon? Pourquoi ce choix de l'accommodement, et même de l'accommodement déraisonnable? Eh bien, je crois que cela tient au rapport très difficile qu'à l'issue du XXe siècle, la France, ou certains en France, entretiennent avec le passé français. Nationalisme, collaboration, colonialisme. Tout cela invite à l'expiation, tout cela invite en quelque sorte à vider la France d'elle-même, parce que ce qu'elle a à craindre avant toute chose, c'est le retour des vieux démons. Or, il me semble qu'une telle attitude ne fait qu'entretenir les rancœurs, aggraver la méfiance et la violence même qui peut régner entre les diverses communautés. Donner crédit à la sécession culturelle ne peut, en France aujourd'hui, mener qu'au pire. Comment répondre? Alors, vous avez utilisé cette expression, Hervé Mariton, rendre aux Français la fierté d'être Français, avez-vous dit. Je ne me suis jamais tout à fait reconnu dans ce terme, même si je comprends ce mouvement, et même si l'attitude pénitentielle m'exaspère dans ce qu'elle a de systématique. Il me semble que nous avons besoin, vis-à-vis du passé de la civilisation française, moins tant de fierté, parce qu'après tout cela, ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas nous identifier à la gloire française. Nous avons besoin d'humilité et de gratitude. Nous devons nous considérer en tant que Français, mais aussi en tant qu'Européens, parce que ce qui vaut pour la France vaut pour l'Europe. L'Europe n'est pas simplement une liste de valeurs. Nous devons nous considérer comme les dépositaires d'un trésor culturel et civilisationnel. Ce trésor est remis entre nos mains, nous devons le préserver et, à notre tour, le remettre dans les mains des générations suivantes. Certes, je n'oublie pas, et comment le pourrais-je, les exigences du devoir de mémoire, mais
Je ne pense pas que l'Europe soit née à Auschwitz. La civilisation européenne est antérieure à la construction européenne. Par rapport à l'Europe, nous sommes simultanément en position d'innovateur et en position d'héritier. Et enfin, ce serait faire un trop beau cadeau à Hitler que de laisser ses crimes accaparer notre mémoire. Donc, première réponse à cette sécession culturelle, retrouver cette humilité et cette gratitude vis-à-vis de l'héritage. Deuxième réponse, celle-là, elle est politique, elle est très difficile, et évidemment, en parler provoque, disons, beaucoup de réactions négatives, vous et moi aussi, dans le lieu où je m'exprime en faisant l'expérience, il faut réduire les flux migratoires. Il faut retrouver une politique migratoire, ne pas continuer à laisser faire les choses. Là, il y a quelques semaines, j'étais à l'audience de la cour d'appel du procès Babylou. Vous savez, cette crèche de Chanteau-les-Vignes, une puéricultrice, après 5 ans de congé parental, était revenue voilée. Et elle voulait continuer à travailler voilée, contrairement au règlement intérieur. Cette crèche fonctionnait 7 jours sur 7. Cette revendication menaçait le fonctionnement même de cette crèche, parce qu'à ce moment-là, une autre puéricultrice catholique a dit « puisque c'est comme ça, moi, je ne viendrai pas travailler le dimanche », ce qui est impossible dans une crèche qui fonctionne 7 jours sur 7. Donc, cette employée a été renvoyée. Elle est allée au prud'homme, des prud'hommes en cour d'appel, de la cour d'appel à la cour de cassation. La cour de cassation a annulé son renvoi, c'est revenu une nouvelle fois en cour d'appel. Je vais au palais de justice, j'assiste à l'audience et j'entends l'avocat de la jeune fille voilée, qui était là d'ailleurs avec des amis, voilée elle-même. Et il dit ceci: on reproche à ma cliente d'avoir mis le feu aux poudres, mais ce n'est pas vrai. C'est la directrice de Babylou, cette réfugiée chilienne. C'est elle qui est coupable. Parce que, en prenant cette décision, elle a heurté le sentiment majoritaire. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Comment voulez-vous répondre à ce que j'ai appelé la sécession culturelle? Comment voulez-vous réussir l'intégration, dès lors précisément que vous reprenez ce terme à votre compte et refusez celui d'inclusion, dès lors qu'il y ait des lieux de plus en plus nombreux où ceux qui manifestent une évidente mauvaise volonté sont majoritaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. D'où cette nécessité absolue. Peut-être est-il trop tard, il faut être optimiste, disons qu'il n'est pas trop tard, de réduire drastiquement les flux migratoires. Revenir sur le regroupement familial, non pas pour dire que le droit de vivre en famille doit être aboli, mais le droit de vivre en famille ne signifie pas nécessairement le droit de vivre en famille dans un pays européen. C'est ce que déjà, je crois, affirment les Pays-Bas. Alors, maintenant, je vais faire sinon une pause, du moins, je ne sais pas, une petite digression, très rapide, parce que je ne voudrais pas accaparer la parole trop longtemps, parce qu'on m'a fait un reproche lorsque j'ai formulé les choses ainsi, et un reproche que je me dois d'entendre. Je suis moi-même enfant d'immigrés. Mon père est arrivé en France avant la guerre, il a été déporté de France, ma mère est arrivée après la guerre, ils se sont rencontrés en 1948, nous avons bénéficié d'une naturalisation collective, donc je suis né, je suis devenu français à l'âge de 1 an. Voilà. Et certains disent, voilà, je fais partie de ces immigrés qui tirent l'échelle, ou qui ferment la porte derrière eux. Hein?
Voilà, ils sont contents, ils ont été absorbés par la France, et puis maintenant, il y en a d'autres qui arrivent, et au lieu d'être solidaires de cela, eh bien, ils se barricadent avec la majorité frileuse. Et cette critique m'a été faite récemment, elle est intéressante, il faut l'entendre, d'autant qu'elle ne me concerne pas seulement, comment dire, elle définit un certain discours très répandu, un discours qui apparaît moral. C'est dans le numéro d'un magazine qui s'appelle L'Arche, magazine de la communauté juive, et on interviewe le cinéaste Cédric Klapisch. Hein, et puis tout d'un coup, je lisais par hasard, et je suis tombé sur moi par hasard, mais ça m'arrive de temps en temps, et c'est en général désagréable. Et il parle du film Les Intouchables de Nakash et Toledano. Il dit, ah voilà, ils sont juifs comme moi. Vous savez, ce film où on voit un bourgeois paraplégique reprendre vie grâce à l'exubérance, à la faconde d'un jeune homme noir, Omar Sy, venu de la banlieue. C'est une sorte de régénération de France exsangue, précisément par ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc, ils sont juifs comme moi, et nous partageons la même vision, et qui nous oppose farouchement, c'est là que je tombe sur mon nom, à la pensée de Finkielkraut, tout le discours qu'il colporte de façon maladroite, cette crainte qu'il véhicule en clamant que la République française va disparaître, que les Sarrasins sont en train de pénétrer dans la citadelle. Des gens comme Finkielkraut se trompent de colère. Franchement, en tant que juif, je ne veux pas voir ça. On en a trop souffert. Je ne veux pas transposer ce qu'on a vécu en tant que juif sur les Noirs, les Arabes, les Roms. On a, plus que les autres, la nécessité de respecter l'autre. Et des intellectuels, des historiens, des philosophes, viennent à l'appui de ce discours en disant, regardez la France d'aujourd'hui, eh bien, l'arabe musulman tient exactement le rôle qui était celui du juif au début du XXe siècle et dans les années 30. Il est le bouc émissaire de toutes les inquiétudes. Et donc, je serais encore, en quelque sorte, coupable, moi juif, de ne pas voir, en quelque sorte, le juif là où il est. À cela, il y a un certain nombre de réponses à apporter. On en parlera peut-être, et il faudrait notamment sans doute faire une analyse de l'affaire Dieudonné, une affaire extraordinairement importante, à mon avis, parce qu'elle a fait apparaître, elle a révélé un phénomène d'une ampleur que nul ne connaissait, et donc un antisémitisme, en quelque sorte Black Panther, d'une violence inouïe, et d'une force d'autant plus grande qu'il se présente comme un antiracisme. Les juifs considérés comme les racistes en chef, si vous voulez, et comme les dominateurs du monde. Mais je voudrais apporter une autre réponse maintenant, avant de finir. Donc je lis ce texte de Klapisch et je m'interroge. Je me dis, ah bon, peut-être, est-ce que je suis tombé dans ce travers? Et là, je consulte un de mes maîtres, c'est souvent ce que je fais lorsque je me heurte à une question délicate. Ce maître, en l'occurrence, c'est Emmanuel Lévinas. Dans un entretien, il dit qu'il est arrivé à Strasbourg, dans les années 20. Fin des années 20, il venait de Kovno, en Lituanie. Et on lui demande, vous saviez le français en arrivant à Strasbourg? Très peu, très peu. Comment avez-vous fait? Ah, dit-il, les langues ne sont jamais un obstacle. Pour lui, peut-être. Mais après, c'est très beau. La première année, je lisais du Corneille, édition avec des notes, en consultant sans cesse un dictionnaire. Et aussi, je me souviens un roman de George Sand, avec le dictionnaire aussi. Mais en arrivant, je prononçais encore le U du mot guerre. C'est le seul de cette langue qui est pour moi le seul français, vous comprenez. Je parle très bien le russe encore, assez bien l'allemand et l'hébreu, je lis l'anglais, mais j'ai souvent pensé au début de la guerre de 1939 que l'on fait la guerre pour défendre le français. Cela a l'air d'une boutade, mais je le pensais sérieusement. C'est dans cette langue que je sens les sucs du sol. Voilà comment s'exprimait Lévinas. Et c'est très intéressant,
c'est la meilleure réponse à ceux qui ne veulent même plus employer le concept d'assimilation. Et à ceux qui pensent que pour faire France, il suffit en quelque sorte de fédérer toutes les énergies. On ne veut pas entendre parler d'assimilation parce qu'assimilation, ce serait comme se fondre dans le décor, sacrifier son identité à celle du pays dans lequel on arrive. Mais il ne s'est jamais agi de cela pour un penseur tel qu'Emmanuel Lévinas. Il est resté le philosophe qu'il était, il est resté le juif qu'il était, il a même écrit que la Bible est essentielle à la pensée, il a inquiété en quelque sorte la philosophie par le judaïsme. Donc, il ne s'agissait pas pour lui de s'assimiler en se perdant, il s'agissait d'assimiler la culture française, de l'assimiler. Et pour lui, ça a été une chance. Une chance dont il fallait même peut-être qu'il la défende en quelque sorte lorsque la France était menacée, parce que la France pour lui s'identifiait à sa langue. Voilà le vrai sens de l'assimilation. Et donc on ne voit pas pourquoi cette vision des choses devrait être récusée sous prétexte que arrivent de nouvelles vagues d'immigration. On ne voit pas pourquoi le souci de l'autre devrait nous amener à répudier cette idée-là de la France. Je dirais même au contraire. Et c'est là que j'en arrive cependant à ma conclusion. Le problème, c'est que à la crise de l'intégration, dont j'ai voulu montrer certains éléments, s'ajoute en France une crise de la transmission. Tout le problème, autrement dit, ne vient pas de l'immigration ou d'une immigration qui, de plus en plus, refuse les règles du jeu. Ce n'est pas vrai. Un autre processus est à l'œuvre. Henry James disait déjà, au milieu du XIXe siècle, dans une démocratie, tout tend à devenir démocratique. C'est exactement l'analyse de Tocqueville, du mouvement social de la démocratie vers l'égalité des conditions. Qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est très simple. Nous risquons, c'est-à-dire, la démocratie tend à devenir une pan-démocratie, une démocratie totale, une démocratie partout. Et la République peut se dissoudre dans cette pan-démocratie. La République, ou en tout cas son plus beau fleuron, l'école. Dès lors, précisément, que l'égalité est affirmée comme la valeur des valeurs, toutes les hiérarchies sont remises en cause, toutes les dissymétries avec elles. Et dès lors qu'il n'y a plus, ou de moins en moins, de dissymétrie entre le maître et l'élève, eh bien, la transmission se fait mal. La culture des uns et des autres tend à être mise exactement sur le même plan. Et il me semble d'ailleurs que les hommes politiques, les responsables politiques de droite et de gauche ont été, notamment en matière de réforme scolaire, les bons petits soldats de la pan-démocratie. Peu à peu, et ce faisant, ils ont aussi contribué à rendre de moins en moins vivable la situation de l'enseignant. Et pour terminer, je voudrais vous lire une lettre, un mail, comme on dit, que j'ai reçu d'une auditrice de France Culture où j'ai une émission hebdomadaire. Et je viens de terminer l'Identité malheureuse, et voici ce qu'elle dit.
Vous avez su décrire et expliquer le sentiment de malaise, ou plutôt de souffrance que j'éprouve, l'impression d'être d'une autre culture que mes propres enfants. Désemparé par l'impossibilité de partager avec eux ce qui m'a ému, enthousiasmé, je dois à chaque instant me justifier de mes goûts d'un autre âge. J'avais bien imaginé le conflit, mais pas le mépris goguenard qui réduit tout ce que j'aurais voulu leur faire découvrir à de vieilles lunes inutiles et dépassées. S'agit-il d'un combat perdu d'avance? Nous sommes une famille de musiciens classiques. Faut-il se résigner, accepter de vivre sous son propre toit, comme le dernier membre d'une tribu amérindienne, comme l'un des ultimes héritiers d'une civilisation en voie de disparition, témoin impuissant de la perte de sa langue, de sa conception du monde et surtout de la hiérarchie de ses valeurs. Ce témoignage est déchirant, d'autant plus déchirant qu'il est symptomatique. Cette crise de la transmission n'affecte pas seulement l'école, elle affecte aussi la famille. Et il me semble que si nous voulons réfléchir à l'identité, redonner force et vie à ce concept, eh bien, il faut prendre en compte les deux crises. La crise de l'intégration, liée à une immigration qu'on ne sait pas maîtriser, et la crise de la transmission, liée à un processus démocratique qui nous emporte vers une pan-démocratie dont la civilisation risque de ne pas se remettre. Merci.